Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez tourné plus de 100 films et joué tous les soirs au théâtre ou presque, ce dont vous êtes le premier surpris. Vous créez à nouveau la surprise avec une pièce où vous donnez la réplique à une actrice débutante, mais néanmoins prometteuse. Bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer. Vous êtes à l'affiche aujourd'hui au Théâtre Montparnasse pour Le Principe d'incertitude avec Laura Smet, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi un événement. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre souvenir, c'est le 22 novembre 1963. Écoutez. Le 22 novembre 1963, à 12h30, des coups de feu retentissent dans le centre-ville de C'est votre Dallas. premier souvenir de télévision, je crois, l'assassinat de John Kennedy. Oui, parce qu'on venait de recevoir la télévision à la maison. Mon père avait travaillé pour Thomson, CSF, à l'époque. Il était étameur, il avait un atelier. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de sous-traitance. Et donc, même une grosse boîte comme Thomson CSF faisait étamer des milliers et des milliers de pièces destinées à l'électronique. Et donc, à ce titre, il avait eu droit à un bon de réduction pour acheter une télévision. Donc, on avait été la chercher avec sa 2 chevaux camionnette. On avait été la chercher dans un magasin, je me souviens très bien, Boulevard Haussmann. On arrive à la maison, on installe la télévision, on installe l'antenne, on commence à regarder la télé et qu'est-ce qu'on apprend? Kennedy vient d'être assassiné. Donc là, mon père a dit, voilà, ça vaut vraiment le coup d'avoir la télévision. C'est tombé juste ce jour-là. Et en plus, c'est devenu la télévision du quartier ou de l'immeuble. Oui, après, il y avait... on est passé avant on écoutait la radio avec les voisins tout ça et après les voisins venaient pour regarder la télévision à la maison puisqu'on était dans le quartier un des premiers à l'avoir. Il y avait à l'époque à peu près 4 millions de spectateurs. La redevance était de 85 francs. Et le feuilleton vedette qui avait démarré quelques jours avant que vous ayez la télévision, Jean-Pierre Daroussin, c'était Thierry Lafronde. Oui, ça correspondait exactement à cette époque-là. Ouais. Alors, vous avez grandi avec un père étameur. Étameur, c'est travailler l'étain, je crois. Oui, c'est ça. C'est de la protection des métaux. Voilà. Et vous avez vous avez vécu et grandi dans une famille très modeste. D'abord à Courbevoie, ensuite à Beson et ensuite à Asnières, je crois. Oui, Beson, c'était l'endroit où mon père avait construit la maison dans laquelle habitait mon grand-père et dans lequel il y avait l'atelier qui était au rez-de-chaussée de cette maison. Il avait construit cette maison tout seul, avec quelques copains des fois le week-end. Mais à l'époque, les gens ils savaient tout faire, quoi. De la couverture à la plomberie. Le seul truc qu'il disait, c'était l'électricité. L'électricité, c'était un copain à lui qui venait faire l'électricité, un voisin, Monsieur Carré, qui était électricien et qui, lui, s'y connaissait en électricité. Mais autrement, tout le reste, c'était toute la maçonnerie, les huisseries, tout était fait maison et c'était mon père qui faisait tout ça. Et il faisait ça le week-end, donc ça a duré longtemps. Puisque oui, c'était tous les week-ends et ils avaient acheté un petit terrain à Beson pour construire cet atelier. Et avec la maison au-dessus. Et puis après, quand mon grand-père est mort, mon père a récupéré cette maison et il habitait au-dessus de l'atelier. Voilà. Parce que je crois que votre premier appartement était tout très modeste. Je crois que la salle de bain était pratiquement dans un placard, Jean-Pierre Daroussin. Mais il n'y avait pas de salle de bain. C'est encore plus ça. Non, il n'y avait pas de salle de bain. Non, c'était un évier avec un chauffe-eau. Non, il n'y avait absolument pas de salle de bain. Et je crois que votre père, Jean-Pierre Daroussin, ne faisait pas partie de ceux qui aspiraient à la retraite à 60 ans. Au contraire. Non, il a pris sa retraite à 75 ans. Oui. Pour une raison assez... Il avait d'abord un apprenti qui après est devenu son compagnon, avec qui il a travaillé tout le temps. Donc ils travaillaient à 2. À l'époque où je travaillais avec lui, on était 3, mais... C'était une époque un peu florissante, mais après, heureusement que j'ai choisi une autre voie parce qu'il n'y avait pas de quoi me payer un salaire. Mais en tous les cas, mon père a attendu que son compagnon ait l'âge de la retraite pour arrêter l'entreprise. Donc il a continué à travailler jusqu'à 75 ans. C'est comme l'histoire du couple qui arrive à 99 ans chez le juge et qui dit mais on veut divorcer. Le juge tu demandes pourquoi? Parce que les enfants sont morts. Oui, c'est ça. C'est la même histoire. Oui, mais il attendait ça un petit peu.
Ouais, je crois que ça se pratiquait comme ça. Moi j'ai connu boulevard Saint-Antoine j'avais un camarade qui avait un restaurant et dans la cour de ce restaurant, il y avait une dame qui est rempailleuse de chaises. Eh bien, elle était rempailleuse de chaises, effectivement, jusqu'à 99 ans. C'est votre histoire de 99 ans qui m'a fait penser. Mais c'est vrai que cette dame qui s'appelait Marie, qui était rempailleuse de chaises, elle n'a jamais pris sa retraite. Elle a rempaillé les chaises jusqu'à sa mort. Alors, il y avait dans la famille un hymne national, une chanson favorite que vous allez reconnaître. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Le temps des cerises, c'est l'hymne national de votre père, Jean-Pierre Daroussin. Oui, il chantait et on lui réclamait. Il avait avant que la guerre ne le détourne de ça, il était charcutier. Il était apprenti charcutier jusqu'au moment où il a même été chef de cuisine. Et il se trouve que ses qualités de chanteur avaient été repérées par une professeure et qui voulait l'orienter vers l'opéra comique au moins, ou l'opéra. Il trouvait qu'il avait une belle voix et qu'il devait travailler. Donc il avait commencé à travailler. La guerre est arrivée là-dessus, mais il avait commencé à travailler le chant et il a jamais été jusqu'au bout. Mais à chaque fois, dans toutes les réunions familiales, on lui demandait, on lui disait toujours, allez Paul, va chanter. Puis même après, même mes camarades à moi, dans des fêtes ou des choses comme ça, ou des anniversaires communs, on demandait toujours à mon père de pousser la chanson. Et le temps des cerises, qu'on associe souvent à la commune, Jean-Pierre Daroussin, en fait, elle a été composée, écrite par Jean-Baptiste Clément en 1866, mais sur la route des Flandres, à Conchy-Saint-Nicaise, dans une maison entourée de cerisiers. Il a écrit cette chanson, et comme on l'a plus tard associé à la commune à laquelle il a participé, c'est devenu l'hymne de la commune. Oui, parce que il a fait la prison, il a été emprisonné, Jean-Baptiste Clément, à cette occasion pour la commune, et donc ce chant est devenu évidemment l'hymne et le symbole de cette période de révolte. Ouais, il avait dédié sa chanson à une certaine Louise, une infirmière rencontrée pendant la semaine sanglante. Alors, cette famille aussi est communiste de père en fils. Je crois que c'est vraiment le parti auquel, sans carte, vous avez appartenu, auquel toute la famille Daroussin a appartenu, Jean-Pierre Daroussin. Oui, c'est-à-dire que moi, mon père, il était dans son enfance, il a commencé à être apprenti, c'était en 1934, donc c'était même avant le Front populaire, et il a connu les gens autour de lui, les adultes autour de lui, créer les premiers syndicats dans les usines, tout ça. Enfin, il a connu des gens en lutte, il a connu surtout des gens qui, dès qu'ils étaient malades, n'avaient plus de salaire, et donc l'organisation, la solidarité qui se déclenchait dans les quartiers, et il a connu des endroits tout à fait de vie insalubre et une vie très pauvre dans les banlieues parisiennes, et d'un seul coup, cet élan du Front populaire a été quelque chose de vraiment fondamental pour tous ces gens-là. Ça a vraiment changé leur vie très, très, très profondément. D'un seul coup, ils avaient un petit peu plus de considération. Et ils ont eu les congés payés. On faisait attention quand ils étaient malades. Eh bien, ils pouvaient avoir des indemnités de maladie ou des choses comme ça, ce qui sortait vraiment de la mouise. Donc, ça a été un moment où d'un seul coup, les luttes sont apparues comme étant tout à fait essentielles pour toute une catégorie de la population. Et après, il y a eu évidemment en 46, après la guerre, toute la période des jours heureux qui a mis en place tout le système social, le système de solidarité qui existe toujours un petit peu en France et qui n'est pas encore totalement démantelé. Et on sait bien que je crois qu'on ne se rend pas compte comment, parce qu'évidemment on s'est éloigné de toutes ces périodes-là et les jeunes n'ont pas entendu tous les récits des gens qui ont connu cette période-là, à quel point ça a été vraiment une période d'espoir, le Front populaire et l'après-guerre. Donc c'était assez naturel de se dire qu'il y avait une possibilité de solidarité, de vie collective. Il y avait que la richesse qui était créée dans le pays pouvait
pouvait donner des choses et le fait est que c'est un peu ce qui s'est passé, parce que les gens ont accédé à des choses auxquelles ils n'accédaient pas du tout, même ne serait-ce que la consommation qui a été une révolution tout à fait importante aussi pour les gens qui ont accédé à du bonheur auquel ils n'y avaient pas droit avant. Faut quand même reconnaître ça. Voilà, tout le confort moderne et cette idée de consommer. Il suffit de se balader encore maintenant dans des grands magasins, choses comme ça, de voir à quel point les gens sont rayonnants de bonheur, de pouvoir circuler dans toute cette possibilité de ce que le monde vous offre, d'essayer tel manteau, d'essayer tel pantalon, tiens, un truc pour faire son café, tiens, un truc là. Donc les gens ont droit à ce bonheur simple, ils ont droit à ce que la vie ne soit pas si dure que ça pour eux. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dommage quand des gens qui, pour des raisons on ne sait, qui n'appartiennent pas du tout au quotidien des gens se mettent à détruire tout ça. Je sais, c'est affreux. Les gens ont droit quand même à ce bonheur simple. Et puis vous avez beaucoup construit, on en parle avec une autre date, le 4 février 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Daroussin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Daroussin. Nous parlerons tout à l'heure du principe d'incertitude, une pièce qui est à l'affiche du Théâtre Montparnasse, avec vous et Laura Smet. Et on revient au 4 février 1981. Écoutez ceci. Il voulait se suicider. Oh, bien. Psy, bien. De Philippe de Broca, qui est pratiquement vos débuts au cinéma. Oui. Alors j'avais joué dans Coup de tête, oui, où j'avais quand même 2 scènes avec Patrick Devers, tout ça. Mais en plus vous aimiez le football, puisque Coup de tête c'était le premier film de Jean-Jacques Hano, et le Red Star était votre club fétiche à l'époque. Oui, à l'époque c'est vrai. C'était le club du quartier, c'était le Red Star. J'ai toujours été assez proche du football. J'ai joué pendant longtemps et je joue encore et ça m'arrive. Et Psy, alors ce sont vraiment vos débuts au cinéma pour 2 scènes. Je sortais du non, ça c'est Coup de tête, c'est vraiment le début du cinéma, mais c'était en 77, j'étais encore au conservatoire, mais en sortant du conservatoire, effectivement, Philippe de Broca, vous avez pris avec Catherine Fro aussi, qui c'était un peu son premier film aussi. On était tous les deux, on était tous 2 jeunes sortis du conservatoire. Il y avait également Dominique Besnéard qui faisait son premier film dans ce film. Donc c'est un film dans lequel il y a 3 débutants qui ont continué à travailler dans ce métier quand même. Des débutants dont les débuts n'ont pas été si éphémères. Voilà. C'était un scénario de Gérard Lauzier, extraordinaire scénariste et dessinateur, mais qui avait un défaut, il faisait des fautes d'orthographe à tous les mots. Mais dans les bulles de bande dessinée, il n'y avait que des fautes d'orthographe. Alors, il se trouve que l'amour de la comédie, c'est né au lycée, je crois, en 2e année de cours élémentaire, quand vous avez joué Argan, Jean-Pierre Daroussin. Oui, je connais ma dette à Madame Luquet, qui était cette institutrice, qui avait eu l'idée de nous faire jouer le Malade imaginaire, en tous les cas un montage de plusieurs scènes du Malade imaginaire, et elle m'avait confié le rôle d'Argan, donc c'était une grande responsabilité. J'avais été, du coup, on avait été acheter une robe de chambre avec ma mère pour que je puisse avoir un costume pour jouer ce Malade imaginaire. J'avais une robe de chambre et un fichu sur la tête, et voilà, j'avais des camarades qui faisaient les docteurs, les Thomas Diafoirus, un autre camarade, puisque nous étions que des garçons à l'époque, et c'était pas mixte, et donc un camarade faisait Toinette, voilà, mais moi je faisais Argan, j'étais là, et je sais qu'en tous les cas c'était de faire du théâtre comme ça. Après, j'ai toujours cherché un peu partout, dès qu'il y avait une possibilité d'en faire dans un endroit, hop, ça y est, je m'inscrivais, je voulais en faire. C'était mon hobby préféré. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une camarade de classe au lycée Paul Lapie à Courbevoie, qui est devenue célèbre aussi, c'est Isabelle Adjani. Oui, elle était au lycée aussi. Voilà, donc, mais on n'était pas dans les mêmes classes. Je suis bien plus âgé qu'elle. Oui, mais en même temps, vous vous êtes rarement croisés ensuite. Jamais. Jamais. Jamais.
Une fois, je crois, par hasard. Mais par hasard, oui, mais jamais. Alors justement, le lycée, c'était une belle chose, mais en même temps, la comédie, vous avez fait, je crois, une année d'histoire de l'art avant de rentrer au conservatoire, voilà. Enfin de tenter le conservatoire, avec l'accord de votre père, Jean-Pierre Daroussin. Oui, comme je travaillais avec lui à l'atelier, à un moment donné, je rencontrais des camarades en dehors de ça qui commençaient à prendre des cours de théâtre, tout ça. Donc j'ai suivi ça m'a intéressé. Puis bon, j'en discutais avec mon père quand on travaillait dans la journée. J'ai dit, le soir, je me disais, qu'est-ce que tu fais? Le soir, là, il y a un cours de théâtre qui débutait. Hein, c'était le cours Florent. On était 46 élèves. Quand on sait ce que c'est devenu le cours Florent. À l'époque, c'était il y avait pas grand monde. Puis il y avait que François Florent qui était le professeur. Oui. Et donc, je disais, je fais ça, ouais, c'est sympa, ça me plaît, tout ça. Et mon père m'avait dit, parce qu'il avait vu quand je faisais des trucs à l'école, donc il m'a dit, mais je crois que tu as un truc à faire là-dedans. Si jamais tu rentres dans les écoles d'État, je t'aiderai. Donc, vas-y. Donc, il m'a encouragé. Et donc, ça m'a incité à passer le concours de la Rue Blanche, que j'ai réussi. Puis après, passer le concours du conservatoire, que j'ai réussi aussi. Puis bon, voilà. Je me suis inscrit dans cette perspective de faire ce métier. Voilà. Vous avez été reçu à la dernière minute, parce que je crois que votre nom était le dernier. Ah, le dernier. J'étais reçu dernier. Comment ça se fait? Parce qu'à l'époque, il donnait les résultats... Il donnait les résultats par ordre, non pas par ordre alphabétique, mais par ordre de ceux qui avaient obtenu le plus de points de la part du jury. Et voilà, j'étais reçu dernier. Donc j'attendais. Non, mais d'autant plus que, et je trouve que moi, donc là où j'habitais avec mes parents quand j'étais petit, tout ça, quand je raconte la télévision et tout ça, j'avais un camarade qui s'appelle Patrick Bonnel, on était ensemble, on est nés ensemble et on habitait tous les deux dans cette petite allée de fait de petites maisons et tout ça avec voilà, dans la banlieue parisienne. Et je l'ai entraîné, moi, à faire du théâtre aussi. Il est venu et il en a fait. Et lui, il a passé le concours du conservatoire et lui, il a été reçu premier. Et c'est-à-dire que c'est son nom qui a été donné en premier. Et donc moi, j'attendais, c'était terrible parce que lui, je me réjouissais pour lui, mais en même temps, il y avait mon nom qui sortait pas. Donc c'était, mais ouf, j'ai été reçu le dernier. Donc c'était, voilà, c'est après 3 ans très très heureux au conservatoire à rencontrer des gens merveilleux comme mon professeur qui était Marcel Duval. Qui vous a aidé d'ailleurs à passer ce concours. Il vous a donné le bon truc pour passer le concours. Je vois que vous êtes bien au courant de tout ça, mais c'est vrai que parce que je passais un jeune premier, des fois dans la scène, on a une scène obligatoire de théâtre classique, et je passais un jeune premier qui est Cléante, que j'ai joué après d'ailleurs. Donc je faisais Cléante de Lavar. Et Marcel m'avait dit... non, je passais aussi Alceste. Oui, je passais Alceste de Misanthrope. Et Marcel était venu me voir. Il dit, j'aimerais bien que tu rentres. Il avait envie que je sois dans sa classe. Voilà, il me trouvait pas mal et tout. Et donc, il dit, mais si tu continues à passer cette scène-là, ils vont pas te prendre parce que t'es pas dans les critères d'Alceste et tout ça. Ça va pas. T'as l'air trop bonhomme pour faire Alceste, ça ne va pas. Donc, j'ai changé de scène et il a eu raison et j'ai été reçu. Voilà. Limite quand même. Ouais. Il y avait donc Catherine Fro au conservatoire et puis aussi Patrick Devers que vous avez connu tout débutant. Alors, non, Patrick Devers, c'était parce que c'était dans Psy. Dans Psy, oui. Et dans Coup de tête, mais Patrick Devers, il a jamais été au conservatoire. C'était un enfant de la balle. Il travaillait déjà beaucoup. Je l'ai connu parce que déjà que jeune, quand il était, enfin moi j'étais admiratif déjà quand il était tout jeune à la télévision et qu'il faisait des tas et des tas de téléfilms. Et son premier téléfilm, son premier feuilleton, c'est le nom de Patrick Morin. Oui. C'est un feuilleton pour enfants juste avant que vous ayez à la télévision, en 62, le Trésor des 13 maisons, qui passait le dimanche à 19h avec Achille Zavata et Patrick Morin. Ah oui, c'est ça. Il était tout petit. Oui, mais il a toujours joué. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à jouer la comédie. Et vous auriez pu jouer avec lui s'il avait vécu. Ben, j'ai joué avec lui. Mais dans 2 films. Oui, mais vous avez des ah non, sur Psy, vraiment, en plus de ça, sur Psy, le tournage était assez long et on était...
on est resté plus de 2 mois ensemble à tourner ce film. Oui, mais vous auriez eu envie de tourner, vous auriez pu tourner beaucoup d'autres films. Oui, d'autant plus que il m'avait donné rendez-vous. Un jour, on était remonté du tournage ensemble, je me souviens bien. Et voilà, il était monté avec moi en voiture, on discutait. Et il m'avait dit, mais de toute façon, tu verras, on se croisera souvent dans le métier plus tard. Voilà. Et ben voilà, non. Et puis, il y a une chose qu'on sait peu sur vous, Jean-Pierre Daroussin, c'est qu'un soir, dans un karaoké, vous avez chanté ceci. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Car vous avez chanté en duo avec Francis Cabrel. Oui, on s'est retrouvés. Ça, c'est un souvenir formidable pour moi, parce que c'est inédit, je ne suis pas chanteur ni quoi que ce soit, mais bon, c'est comme des fois des circonstances. On était à Montpellier, lui il avait fait un concert et il allait manger au restaurant le soir après le concert avec ses musiciens, et moi j'avais été présenter un film au cinéma à Montpellier. On est présenté parce que voilà, les patrons du restaurant sont contents qu'il y ait Francis Cabrel, que je sois là, tout ça, on discute. Et donc, ils nous présentent. Et ce jour-là, c'était le jour du Beaujolais Nouveau. Et dans ce restaurant, ils avaient installé, il y avait quelqu'un qui avait une espèce d'outil qui faisait qu'on pouvait toucher toutes les musiques de tout, avec les paroles de tout ça. Et ils ont tellement insisté qu'au bout d'un moment, Francis Cabrel, qui est vraiment adorable, s'est laissé faire. Et il a dit, bon, d'accord, allez, on va chanter. Mais il m'a fait un petit signe, genre me laissez pas tout seul dans cette galère. Et donc, j'y suis allé. Et on s'est marré, on a chanté tous les deux, c'était super. Parce que vraiment, on a fait le karaoké, Francis Cabrel et moi. Voilà, c'était une soirée formidable. J'en ai pas dormi de la nuit tellement j'étais excité. Dès le lendemain matin, j'ai téléphoné à tous mes potes en disant, tu sais pas ce que j'ai fait hier soir? J'ai chanté avec Francis Cabrel. J'étais heureux comme tout. Vous allez chanter encore et encore, et on va parler de vous encore et encore dans un instant, avec une autre date, le 8 février 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Daroussin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Daroussin. Au Théâtre Montparnasse, vous êtes à l'affiche avec le principe d'incertitude, un principe qu'on va largement évoquer tout à l'heure. Mais j'en reviens à une date importante, 8 février 1997, la 22e cérémonie des Césars au Théâtre des Champs-Élysées, présidée par Annie Girardot, présentée par Antoine Decaune, et qui a le César du second rôle pour Un heure de famille, Jean-Pierre Daroussin. Oui, ça aussi, c'était effectivement un souvenir merveilleux. Parce que moi, je jouais au théâtre. Je ne pouvais pas être là à cette cérémonie. Parce que j'étais sur scène, je jouais à cette époque-là la Terrasse, une pièce de Jean-Claude Carrière que je jouais avec Jean-Pierre Mariel, Hippolyte Girardot, Anne Brochet, Chantal Lobby. Donc c'était un spectacle qu'on a joué très longtemps, on a joué ça pendant 2 ans. Et bon voilà, j'étais donc sur scène. Je savais, alors je vais vous révéler quelque chose, je savais que je l'avais. Ah bon? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais nommé en même temps que... Bernard Giraudot, Jacques Gamblin, Jean Rochefort. Voilà, j'étais nommé en même temps que Jacques Gamblin, et on avait fait un film avec Robert Guédiguian à l'époque, donc je connaissais un petit peu. Et comme j'étais au théâtre, et lui aussi était au théâtre, on ne pouvait pas être à cette cérémonie. Mais moi, j'avais une voiture qui venait me chercher avec des motards. Et lui ne l'avait pas. Donc j'en ai déduit que certainement il était probable que ça soit, qu'il savait que les gens qui organisent la soirée étaient au courant que c'était moi qui avais reçu le César, puisqu'il avait prévu une voiture et que lui qui jouait également au théâtre n'en avait pas. Donc j'étais assez serein d'une certaine façon, et que quand le spectacle est terminé, que je suis allé dans ma loge et qu'il y avait un petit papier,
tu as eu le César. Effectivement, je me suis engouffré dans la voiture qui m'attendait, avec des motards qui ont traversé Paris à toute allure. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être un homme quasiment presque un homme politique très important. Et on a même failli écraser un pauvre handicapé. Mais bon, bref, le pilote était très bon. Et on est arrivé, et voilà, et après, c'était une soirée délicieuse. Quand on a gagné, c'est toujours pas mal. Même si je relativise quand même ce genre de choses au bout du compte. Et je ne suis pas non plus totalement un très fan de la concurrence, de la performance, du fait de faire des classements, le premier, le meilleur, le deuxième, le troisième. Non, vous êtes nommé, mais vous l'avez pas. Tout ça, c'est des choses qui quand même, je suis pas très client de ça. Mais je reconnais aussi que si on l'a, on passe une bonne soirée. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs nominations ensuite au Molière, au César, mais c'est la seule fois où vous avez reçu le trophée, Jean-Pierre Daroussin. Pour le César, oui. Après, j'ai eu un Molière. Voilà, oui, mais enfin, en même temps, ce sont des moments forts. Alors, il se trouve aussi qu'un air de famille comme Cuisine et Dépendance, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, c'est vraiment votre bande, et ça a été vraiment des moments de bonheur avec eux, je crois. Oui, on a passé les années 90 à travailler ensemble, et c'était extrêmement joyeux. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que vous avez toujours cultivée, c'est la complicité et l'amitié dans votre travail. Vous avez toujours travaillé avec des bandes, pratiquement. Oui, parce que je viens de cette époque-là où, je viens de cette époque-là où la réussite, c'était quelque chose, c'était toujours passé par une réussite collective. Je cite toujours cet exemple-là, mais dans mon enfance, les modèles, c'était les Beatles, c'était les Rolling Stones, c'était des groupes. Et c'était la création collective, c'était ça qui nous intéressait, et ça a toujours été mon credo. Et vous avez eu au départ des petits rôles dans de grands films, Jean-Pierre Daroussin. Je crois que même pendant un an, vous avez arrêté, vous êtes devenu instituteur. Non, je suis pas devenu instituteur, je rétablis ça, parce que souvent je vois ça. Souvent, oui. Je vois ça souvent. J'ai à un moment donné, dans ma vie, j'ai voulu prendre un peu de recul, partir vivre à la campagne, parce que ça me plaisait, et que je me disais, bon, je vais peut-être pas faire ça toute la vie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi à un moment donné, mais peut-être à d'autres moments, on peut avoir d'autres aspirations, et donc j'ai voulu tenter autre chose. Et donc, je n'ai pas été jusqu'à être instituteur, j'ai commencé à prendre des cours de réinsertion dans les écoles normales pour devenir instituteur. Mais je n'ai pas été jusqu'à être nommé instituteur. Le métier m'a récupéré à ce moment-là. Je me suis retrouvé à tourner Mes meilleurs copains. Et à partir de là, je me suis dit que finalement j'étais bon qu'à ça et que c'était très bien comme ça. Et Mes meilleurs copains, il y a une formule que tout le monde emploie aujourd'hui, qu'on vous doit, Jean-Pierre Daroussin, c'est il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, oui. Alors comment c'est venu ça? Parce que vous êtes un beatnik dans ce film. Oui, alors c'est venu, c'est Christian Clavier qui a écrit les dialogues, beaucoup de ce film, et je dois dire il l'a réutilisé d'ailleurs dans d'autres films, cette réplique, donc parce que il avait quand même envie d'être le père de cette réplique. Mais en même temps, c'est devenu une expression populaire, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Absolument, oui. Alors, il faut savoir que ce film, Mes meilleurs copains, c'est Jean-Marie Poiret qui a beaucoup travaillé en puisant dans ses souvenirs d'enfance, que ça a été un échec commercial à la sortie, et qu'aujourd'hui, ce film est culte, totalement. Oui, c'est un film qui est extrêmement juste, extrêmement assez réaliste finalement sur ce qu'était une époque, sur ce qu'était justement ce truc-là de constituer des groupes, de vouloir trouver du plaisir dans le travail collectif, et la musique permettait ça évidemment. Et donc ce film raconte ça. Des gens qui ont fait des expériences, qui ont fait de la recherche artistique, que ça soit à un niveau d'improvisation, à un niveau plastique, à un niveau, et puis aussi comment on essayait de faire dans les années fin des années 60, 70, de ce qu'on appelle de l'agite propre, quoi. C'est-à-dire que l'art aussi puisse avoir une partie puisse être éventuellement aussi un acte de résistance. Donc
à travers tout ça, c'était les préoccupations vraiment de responsabilité, de comment des jeunes se sentaient la responsabilité de créer un monde meilleur, d'essayer de chercher à fabriquer un monde meilleur. Donc à travers une prise de conscience politique, à travers des interventions artistiques, à travers tout ça. Et ce film raconte ça, parce que c'est ce qu'il avait vécu, Jean-Marie Poiret. Il a vécu ça, et tous les personnages de ce film sont des personnages qui ont une réalité. Il avait vécu ça, lui, il avait fait un groupe aussi de musique qui s'appelait, je crois, les Frenchies, ou un truc comme ça. Et une des chanteuses qui était avec lequel il est dans ce groupe, et c'était Chrissy Hines, qui est devenue la chanteuse des Pretenders aux États-Unis, tout ça. Donc c'est ancré dans une réalité, ce film-là. Il raconte vraiment une époque. Alors, il se trouve que parmi vos meilleurs copains, il y a celui dont on va entendre la voix. Je suis inquiet, je veux dire, ça ne me rassure pas. Robert Guédiguian, que vous avez rencontré grâce à sa femme, Ariane Ascaride, qui était au conservatoire avec vous, et vous êtes devenu l'un de ses acteurs fétiches, Jean-Pierre Daroussin. C'est-à-dire que lui, on se connaissait déjà depuis assez longtemps, quand il a commencé à faire du cinéma. Et sur les premiers films, il les a fait vraiment avec ses camarades marseillais, et il les a fait à Marseille. Et moi, j'étais déjà très proche, on était très proches, mais j'avais un gros défaut à ses yeux, c'était que j'étais un banlieusard, j'étais de la banlieue de Paris. J'avais pas le fond du terroir, j'avais pas l'accent. Donc c'était très difficile pour moi il pouvait pas envisager que quelqu'un parle dans ses films sans avoir vraiment cette couleur-là, cette couleur du Sud. Et puis petit à petit, ça a commencé à moins me gêner, et donc j'ai intégré la troupe de cinéma qu'il a créé. Le premier film, c'était Kilosa, d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, il se trouve qu'il a vendu, lui, l'Humanité Dimanche dans la rue. Et il y a une chose qu'on ne sait pas forcément sur vous, Jean-Pierre Daroussin, c'est que le portage des journaux aujourd'hui, qui est classique, finalement, vous en avez été le pionnier en 1973, à vos débuts. Oui, c'est vrai qu'avec des camarades, j'ai fait partie d'une aventure qui était une coopérative de coursiers. C'est-à-dire qu'on avait tous des mobylettes. À l'époque, c'était l'époque où on avait des mobylettes, et donc ces mobylettes, on s'est dit, il faut que ça serve à quelque chose. Donc on a monté une coopérative de coursiers un petit peu avant 73, en 72. Et moi, j'avais déjà mon permis de conduire, tout ça, mais bon, je circulais quand même. Alors, mais il se trouve que on avait des marchés, des clients, et que dans ces clients, il y avait d'abord l'APL, qui était l'agence Presse Libération, qui avait été créée par Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel. Et donc, on faisait des courses pour eux dans Paris, comme ça, des coursiers, quoi. Et l'agence, l'APL, a donné le journal Libération, ça a fini par être Libération. Et donc, je me suis retrouvé, moi, à être le jour du premier journal Libération qui sort sur les rotatives là-bas à Bondy. J'étais là. J'ai vu le premier numéro de Libération sortir sur les rotatives, parce que le soir, on prenait les journaux et on les distribuait dans tous les points de presse toute la nuit dans Paris. Et donc, j'ai participé à cette aventure. Et Libération, au départ, c'est un Jules Vigne qui a créé le titre en 1927. Ensuite, Emmanuel Dacier de la Vigerie l'a repris à la sortie de la guerre. Et ensuite, Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel ont été les parrains du nouveau Libération de 73. Ouais. Alors, c'est vrai que vous avez aussi fait beaucoup de choses. Il y a une chose qu'on sait peu, c'est que finalement, vous avez tourné un seul film. Vous avez eu le prix Louis Deluc avec ce film, qui était adapté d'un roman, Le Pressentiment. Mais vous n'avez jamais continué, alors que ce film a été un véritable événement. Oui, alors, je vais vous dire franchement, j'ai adoré être metteur en scène de ce film et de l'écrire et d'être l'auteur de ce film. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a pris 2 ans pendant lesquels je n'ai pas pu travailler en tant qu'acteur, et mon vrai métier, c'est acteur.
Maintenant, quand on me dit mais pourquoi vous en faites pas d'autres, comme si c'était quelque chose de non. Et voilà. Alors je dis Marlon Brando, il a fait qu'un seul film. Robert De Niro, il a fait qu'un seul film. Charles Laughton, ils ont fait qu'un seul film, et ça va très bien comme ça. Et puis vous aviez concrétisé un rêve d'enfance puisque vous aviez lu le roman à 20 ans et vous avez toujours voulu l'adapter au cinéma. Absolument, c'est vrai. J'étais un fan de la première heure de cet auteur Emmanuel Bove, et je m'étais dit, si un jour je fais un film, parce que j'avais ça dans la tête quand même, si un jour, parce que c'est intéressant quand on est acteur de se confronter à la réalité de la mise en scène, qui est vraiment, c'est très ingrat, c'est très ardu, c'est long, c'est un long processus entre l'écriture, entre trouver des financements, après se battre pour toute la finition, le montage, c'est une étape. Tout ça, moi j'ai adoré faire ça, mais c'est un métier, il faut s'y consacrer. Moi, mon métier auquel je me consacre, c'est être acteur. C'est pas voilà. Mais j'ai l'impression quand même que ça m'a fait progresser beaucoup en tant qu'acteur. Ça vous apprend à relativiser beaucoup de choses, et puis on a beaucoup plus envie d'être le collaborateur des metteurs en scène avec lesquels vous travaillez, parce que vous êtes passé par là et vous savez à quel point c'est dur d'être metteur en scène. Et aussi, vous êtes toujours plus que jamais acteur. On en parle avec une autre date, le 22 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Daroussin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Daroussin. On a parlé de vos débuts, on a parlé de cinéma. Et là, on revient au théâtre avec le 22 septembre 2022. Vous jouez pour la première fois une pièce, Le principe d'incertitude, au théâtre Montparnasse. Une pièce d'ailleurs qui est plus que bien accueillie par la critique et le public. Et c'est une pièce qui raconte une rencontre fortuite avec une jeune femme. Et une histoire qui peut nous arriver à tous, Jean-Pierre Daroussin. En tous les cas, j'espère. Oui, parce que c'est ça le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude, c'est la confiance. C'est l'amour que l'on ose donner à quelqu'un. C'est le regard, c'est l'écoute que l'on prend comme un étendard dans sa vie pour se dire il y a des choses possibles, dont justement la confiance. Parce que l'incertitude, c'est ça, c'est quand on peut rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être rien, peut-être que ça va donner quelque chose, mais justement, il y a cette part d'incertitude. Et c'est ça, ce que raconte cette pièce, finalement, c'est que on ne sait jamais, le spectateur ne sait jamais qu'est-ce qui va leur arriver à ces deux personnages qui se sont rencontrés. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de malsain? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose au contraire de formidable? Est-ce que ça va déboucher sur... Et donc on est toujours dans cette forme de et après. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Ok, on a résolu ça, on a vu ça, on a réussi à vivre ça à ce moment-là. Mais ça va déboucher sur quoi? Ce qu'on arrive à vivre ensemble, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur le fait qu'on fait des choses. On fait des choses ensemble. Et cette série d'actions, finalement, sans aucun jugement, sans essayer de savoir si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, ça vous entraîne à aller plus loin et de s'affranchir de cette incertitude, parce que petit à petit, on se consolide. On devient de plus en plus fort à travers le fait de ne pas avoir de méfiance l'un vers l'autre. La confiance est quelque chose qui nous renforce à chaque fois. C'est un sujet universel qui n'avait pas été souvent traité ou même jamais traité au théâtre, et c'est une pièce anglaise en plus. Oui, mais alors l'auteur, moi, vraiment, je ne le connaissais pas. C'est Louis-Do de Langsin qui m'a apporté ce projet. Lui, il avait déjà travaillé il avait été acteur sur une pièce écrite par cet auteur qui s'appelle Stephen Simons. Et un jeune auteur britannique. Oui, il a 50 ans, mais on peut dire c'est un jeune auteur. Je veux dire,
c'est un auteur contemporain, quoi, qui ça fait une dizaine d'années qu'il écrit des pièces et beaucoup de pièces et qu'il est à l'inspiration de plusieurs séries, voilà, et de scénarios de films, tout ça. Enfin, c'est un auteur assez important en Angleterre. Moi, je lui trouve une correspondance avec un Tchekhov ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, on peut dire c'est écrit avec des kilos d'amour et que le début des phrases, ça peut être très triste et ça se finit par un rire, ou le contraire, on commence une réplique, elle est drôle et puis elle se finit par quelque chose de plus mélancolique et ce qui est typique de l'écriture de Tchekhov, et puis aussi, comme chez Tchekhov, les personnages d'un seul coup se lancent dans des théories. Ils ont tous des théories. Et alors justement, le principe d'incertitude, c'est une référence à la théorie quantique d'Heisenberg. Alors c'est peut-être pas votre culture au départ, Jean-Pierre Daroussin, cette théorie quantique. Ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse. J'essaie toujours de me renseigner sur beaucoup de choses et j'ai fait je me suis intéressé. J'ai lu des choses sur ces théories quantiques et tout ça. C'est un physicien allemand qui a même eu le prix Nobel de physique en 1932 pour la découverte de la mécanique quantique. Oui, Heisenberg. Oui. Évidemment, tout ça aussi vient c'est une parenté avec la relativité, avec tout ce qu'on a découvert au début du XXe siècle sur comment on a inventé une autre forme de physique aussi. Et c'est un sujet, finalement, pour l'élève moyen que vous étiez à l'école, que vous avez appris et découvert sur le tard, Jean-Pierre Daroussin. Oui, c'est vrai que à l'époque de l'école, j'étais pas passionné j'étais curieux, mais pas attentif. Or, pour être bon à l'école, il faut avoir les deux. Il faut être curieux et attentif. Et moi, j'étais profondément curieux, tout m'intéressait, mais alors, ça m'intéressait tellement que je passais tout de suite à autre chose dans ma tête, quoi. Donc, j'étais pas suffisamment attentif pour être un bon élève. Mais la curiosité, je l'ai gardée, je l'ai toujours, et j'ai vraiment envie de faire toujours des tas d'expériences. Voilà. Alors l'expérience, justement, ce sujet n'était pas évident. Vous avez tout de suite dit oui à la pièce. Et puis, vous êtes le partenaire de Laura Smet, fille de Johnny Hallyday, qui fait ses débuts au théâtre avec vous. C'est un événement. De Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, parce qu'elle a une mère qui est très importante, je crois. Et Nathalie Baye, que vous avez connue dans notre histoire, je crois que vous avez tourné dans notre histoire avec elle. Absolument, et puis aussi dans Ça ira mieux demain, un film de Jeanne Labrune, mais notre histoire de Bertrand Blier, oui. Mais qui était à vos débuts. Et il se trouve qu'à l'époque, quand elle vivait avec Johnny, elle vivait au fond de la Creuse. Alors Johnny disait, je vais aller chez le boucher chercher de la viande. Et puis dans l'arrière-boutique du boucher, il y avait une petite porte. Et le boucher lui servait du pastis et ils passaient des heures à boire ensemble et à rigoler. Alors, c'est vrai que Laura Smet, comment c'est arrivé cette entrée de Laura Smet au théâtre avec vous, Jean-Pierre Daroussin? Louis-Do de Langsin, qui est aussi par ailleurs metteur en scène de cinéma et qui a fait un film, il a travaillé avec Laura, d'abord lui en tant qu'acteur dans d'autres films, et il l'avait choisi aussi pour tourner dans son dernier film. Et donc, il sentait qu'elle serait formidable pour le rôle. Donc, il l'a contactée, il lui a proposé le rôle et elle était emballée parce que emballée et en même temps avec beaucoup d'appréhension. C'est très courageux de commencer, de se lancer au théâtre pour la première fois dans un rôle qui est quand même un rôle où c'est un rôle. Voilà, on pourrait dire que c'est un rôle écrasant, mais c'est un rôle, il y a tellement de possibilités de jeu dans tous les sens, il y a de fantaisie, en même temps de profondeur, de drame, et en même temps de drôle. Donc c'est vraiment un rôle qui lui offre une expérience et une palette formidable pour une actrice. Alors, dans cette pièce, le principe d'incertitude qui est au Montparnasse, vous êtes un Anglais discret de 75 ans, vous venez du comté de Wexford en Angleterre, elle est américaine, elle a 40 ans et totalement délurée. Oui, enfin, disons que moi, mon personnage est quelqu'un qui prend tout avec gravité. C'est-à-dire que les événements de la vie lui ont rendu un certain
un niveau, même si ça ne l'empêche pas d'avoir de l'humour, comme des Anglais peuvent l'avoir sur des choses très graves parfois, mais il est profondément, c'est sérieux. La vie, c'est quelque chose de sérieux, c'est grave. Et elle est tout le contraire. Rien n'est jamais grave. Elle est un peu, et c'est même ça son drame à elle, c'est d'être une forme avoir une forme d'irresponsabilité. Et c'est sa douleur de ne pas avoir réussi à être une mère avec parce qu'on apprend petit à petit qu'elle a un garçon, un adolescent qu'elle a eu, enfin plus un post-adolescent, même de 19 ans qu'elle a eu quand elle était jeune, et que ce rapport n'a pas réussi vraiment à se construire, et que même son fils la trouve évidemment beaucoup trop irresponsable comme jeune femme. Mais voilà, et donc ce rapport entre cet homme qui l'écoute, parce que justement, tout a de l'importance, rien n'est négligeable, donc rien, il est très sérieux de façon globale, c'est son éthique de vie, il prend rien à la légère, donc d'un seul coup, quand cette fille intervient dans sa vie, il l'écoute, et rien que le fait d'être écoutée à ce point-là fait que voilà, la rencontre se fait. Voilà. En même temps, elle ment beaucoup, et à chaque fois, vous êtes sans arrêt. Et il y a une formule, tu as des yeux remarquablement persuasifs. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli te croire. Ouais. Et puis, surtout, elle est très dure avec vous. Elle vous en fait voir de toutes les couleurs. Jean-Pierre Daroussin, elle vous dit, à un moment, il reste combien de Noël? C'est pas terrible, ça aussi. Elle est franche. Elle est toujours... elle est un peu sans filtre. Elle est un peu... voilà, elle dit les choses, elle dit la vérité. Voilà, je suis un homme qui n'a plus tant de temps que ça à vivre. Donc, elle fait remarquer qu'il faut peut-être pas trop tarder à faire les choses, parce que ça va finir par s'arrêter à un moment donné. Votre complicité avec elle a été immédiate ou ça a été... Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que moi j'ai un souvenir d'elle à 6 ans. Je déjeunais chez Johnny Hallyday à Villa Molitor, elle était là, et Johnny s'occupait d'elle, mais avec une tendresse, une affection et une autorité de vrai père. On le dit pas assez, mais c'était étonnant. Je suis sûr qu'elle sera contente d'entendre ça. Alors, d'avoir ce souvenir-là. Okay. Elle s'en souvient sans doute pas, mais je me souviens très bien de ce jour-là. Il faut savoir aussi que le théâtre, finalement, quand on fait les calculs, vous avez, depuis votre première compagnie, je crois qu'il était les Chapeaux Rouges, vous n'avez jamais arrêté de jouer, Jean-Pierre Daroussin. Oui, je crois que j'ai passé un nombre incalculable d'heures et de représentations sur scène. Depuis l'époque du conservatoire, j'ai toujours joué au théâtre. Et même dans des conditions parfois difficiles, la première compagnie du Chapeau Rouge, c'était le Capitaine Fracasse. C'était des moyens minimes pour jouer au théâtre. Oui, quoique, vraiment, on se débrouillait pas mal. C'était donc avec Pierre Pradinas, qui était le metteur en scène. Il y avait Catherine Fro, qui était là, à la sortie de la rue Blanche d'abord, puisqu'on était déjà ensemble là, et puis après du conservatoire. Et cette troupe avec Thierry Gimnez, il y avait Yann Colette, il y avait des tas de gens qui ont continué et qui sont toujours, et qui font toujours ce métier et qui sont toujours là, sauf ceux qui sont partis, mais pour d'autres raisons. Et donc on avait un lieu qu'on animait à Avignon. C'était ça la source de la création, c'était ce lieu, et donc ce lieu, on le faisait vivre, mais en même temps en le partageant avec d'autres troupes. Donc, mais c'était quand même nous qui étions le noyau. C'est pour ça que d'ailleurs que la troupe s'appelait la troupe du Chapeau Rouge, parce que ce lieu, ça était rue du Chapeau Rouge à Avignon. Mais on avait aussi la chance d'avoir un administrateur qui était Alain Herzog, qui par la suite a été un des grands administrateurs du théâtre français, que ce soit à Saint-Étienne ou que ce soit à La Colline, qu'il a dirigé pendant longtemps, ou à la Gaîté Lyrique, ou des choses comme ça. Enfin, et qui lui aussi débutait comme nous dans le métier de l'administration théâtrale, mais qui a été formidable, parce que très vite on a été subventionné. On est en tant que jeune troupe de création, et on nous a confié la Picardie,
Donc on était une troupe régionale et on avait quand même de l'argent pour faire nos créations en Picardie et dans toute la région Picardie pendant un certain temps. On avait créé, pour vous dire comme l'époque était différente, on a créé un spectacle qui s'appelait Les Amis de Monsieur Gazon en 1982 ou 3. Et il y a eu une captation télévisuelle de ce spectacle qui a été faite, vous vous rendez compte, une création collective d'une jeune troupe. Une captation télévisuelle qui a été faite, qui est passée sur TF1 à 20h30. C'est une autre époque. Je pense aussi. L'époque actuelle, en tout cas, c'est ce principe d'incertitude à Montparnasse. C'est tous les soirs à 20h au Théâtre Montparnasse, du mercredi au samedi. Oui. Et il y a aussi des matinées le samedi et le dimanche. Voilà, la matinée du samedi est à 17h et le dimanche, on joue à 15h30. Voilà, donc je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de venir vous découvrir et de constater combien Laura Smet est aussi une actrice de théâtre. Oui, je pense qu'en plus de ça, je crois que je vois dans ses yeux tous les soirs à quel point elle découvre le plaisir et comment elle prend une confiance formidable dans le fait de s'amuser sur un plateau de théâtre. Et, voilà. Et le rapport avec le public lui va très bien. Voilà. Et nous avons eu le plaisir de vous accueillir dans ces Clés d'une vie. Vous revenez quand vous voulez parce que vous avez tellement de choses encore à dire que vous êtes chez vous ici. Nous parlons vrai comme vous. Merci Jean-Pierre Daroussin. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.